dans ce talk autour du savoir-faire et du storytelling. On vient juste d'avoir en fait une conférence sur notamment l'intelligence artificielle et la façon dont les marques de luxe s'en emparent. Les marques de luxe aussi, elles interviennent sur un autre sujet tout à fait d'actualité également, qui est le maintien, la préservation, le soutien au savoir-faire et l'intérêt de pérenniser ces questions-là, enfin ces disciplines-là. On sait que la transmission est aussi une grande question aujourd'hui. C'est un des points qu'on va aborder ensemble. Avec notamment Thomas Dariel, qui est designer, qui est fondateur de Maison Dada, de Dariel Studio également, et qui est également fondateur du campus Mana, donc un campus de formation dont on va parler au cours de... qui met en avant la connaissance des savoir-faire et la transmission. Lison Decaune, qui est donc marketeur, fondatrice d'ateliers Lison Decaune. Vous êtes maître d'art depuis les années 98. Voilà. Et également à mes côtés, Corinne Dutroux, qui représente la métairie Bruyère, qui est en fait un centre d'art aussi, les éditions également RLD. Alors la métairie de Bruyère, c'est un centre aussi qui est unique en Europe, on va avoir l'occasion d'en parler, et qui forme à la lithographie, à la gravure, et bien sûr qui fait des éditions, des impressions assez uniques. Et vous avez eu également, vous avez été labellisé entreprise du patrimoine vivant en 2010. Tout à fait. Voilà. Alors peut-être pour démarrer l'échange, moi il me semblait intéressant de commencer par un point commun. Vous avez tous en fait un terreau familial, une histoire familiale qui a façonné votre vie aujourd'hui. Vous venez tous d'une lignée d'artistes, de créateurs qui ont participé notamment à la création, à la définition d'un certain style français, et d'un réseau de références d'excellence. Alors peut-être Lison, on va peut-être commencer par vous. Alors effectivement, moi je viens d'une famille de créateurs que je trouve exceptionnels personnellement. Mon grand-père était décorateur pendant la période Art déco, il s'appelait André Groux. Mon grand-oncle s'appelait Paul Poiret. La maison Boivin, c'était aussi la sœur de ma grand-mère. Donc vraiment un terreau artistique qui m'a peut-être influencée sans que je le sache, oui. Et donc j'ai choisi de faire de la marqueterie de paille grâce ou à cause de mon grand-père. Je ne sais pas encore ce que je dois dire, mais parce que je trouvais ça une matière merveilleuse. Moi, chez moi, on servait le café sur un plateau en marqueterie de paille. C'est vraiment une matière qui m'est familière. Et quand j'ai commencé vraiment à me spécialiser dans la marqueterie de paille, c'était complètement oublié. C'était un artisanat qui ne se pratiquait plus. Il n'intéressait plus les décorateurs, plus les particuliers. Et donc, moi, j'ai commencé à faire de la restauration avant de faire de la création. Et ça a été un long chemin pour remettre au goût du jour cette matière. Thomas, peut-être Oui, effectivement, pareil. Mais sans pression. Mon arrière-grand-père était designer et travaillait avec l'architecte Robert Mallet Stevens. Ils ont fait beaucoup de choses au tout début du siècle, notamment avec les arts déco, l'école des arts décoratifs. Et puis après, j'ai mon père qui est architecte, mon grand-père qui est musicien. Et pour moi, ça a été vraiment l'occasion, quand j'étais jeune et de toute ma vie, de vivre autour de la création, du dessin, de la transmission, de l'héritage qu'on a, mais sans rien de forcé, vraiment quelque chose de naturel. Et je n'en remercierai jamais assez parce qu'aujourd'hui, c'est mon métier et je le vis pleinement. Et notamment, la notion de transmission, d'héritage, pour moi, est très importante aussi. Alors, vous, Corinne, l'histoire, elle commence même pour un jeune homme à 14 ans dans un atelier de Montmartre. Tout à fait, l'atelier La Courrière Frélo, qui était le plus grand atelier de taille douce de Paris, au pied du funiculaire. Et à l'époque, les artistes, donc c'était 44, c'était Picasso, Masson, Rouault, Ernst, Zhaovuki. Et tous ces artistes-là, leur ont permis de s'initier et de découvrir ce métier d'exception qu'est la gravure. Avec aussi une petite anecdote que vous m'avez racontée en préparant ces échanges où c'était un soir, ce jeune garçon
se fait une belle rencontre qui va quand même marquer sa vie. Tout à fait. Alors c'était un midi. Ouais. Tout le monde était parti déjeuner. Madame la courrière lui dit Robert, tu veux pas venir avec nous déjeuner? Elle dit non, pas à midi, j'ai ma gamelle, je reste là. Et il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Donc eux partent déjeuner. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Il voit un monsieur rentrer, très gentil, pas très grand, adorable. Et il lui dit c'est dommage, il n'y a personne, je voulais faire des essais. Et mon père lui dit vous inquiétez pas, monsieur, moi je vais vous les faire, vos essais. Du haut de ses à peine 15 ans. Donc ils ont travaillé toute la pause du midi. Et l'artiste était ravi. Et quand il est parti, il faut se rappeler que c'était 44, la guerre, qu'il avait qu'à peine 14 ans. Il n'y avait pas beaucoup de sous à l'époque. Et le monsieur, il lui a laissé un billet. C'était la moitié de son mois de salaire. Donc ça avait beaucoup marqué. Et quand les courrières sont revenus, il dit « Tout s'est bien passé pendant notre absence ?» Il dit « Oui, il y a juste un certain monsieur Mi. » Il ne se rappelait plus qui c'était. C'était Johan Miro. Et jusqu'au décès de Miro en 83, ils ont collaboré étroitement ensemble. C'était le graveur attitré de Miro et de bien d'autres. Alors, on a senti dans vos interventions que c'était un peu une évidence, qu'il n'y a pas forcément, que vous êtes inscrit dans les pas par l'observation, par un apprentissage petit à petit. Pour vous, Corinne, il y a vraiment, quand vous parlez de patrimoine, c'est lourd. Quand je dis c'est lourd, il y a même 40 tonnes de fonte, je pense. Oui, c'est lourd dans plein de sens du terme, parce que ils ont créé un lieu d'exception, la Métairie Bruyère. Ils ont un atelier à Paris, mais il y a un lieu en Bourgogne sur 30 hectares où on a remis au goût du jour les techniques de la gravure, de la lithographie et de la typographie manuelle. On est encore un des rares lieux à avoir la composition au plomb, comme Gutenberg au XVe siècle. Et effectivement, on a une quarantaine de polices dans des forces de corps différentes, ce qui représente environ 50 à 60 tonnes de caractères disponibles pour les artistes pour faire leurs livres. Et c'est la plus grande collection privée qui existe encore et qui fonctionne au quotidien. Et ce lieu est ouvert au public, je crois, c'est ça? On peut venir visiter? Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous, parce qu'effectivement, il y a l'excellence avec les grands artistes internationaux qui viennent, puisque le lieu est aussi un lieu d'accueil et de résidence. Donc, il y a des logements, les artistes peuvent rester le temps nécessaire à leur réalisation de projet. Mais c'est aussi un lieu qu'on souhaite, et ça c'est vraiment extrêmement important pour nous, l'ouvrir au public. Donc il y a des salles d'exposition, il y a des manifestations, des concerts. Et il y a aussi toute une partie accueil de formation, donc avec les étudiants en art, une vingtaine d'étudiants en art qui viennent avec leurs écoles pendant l'été en convention, et les scolaires, les enfants, plus de 1000 enfants accueillis par an à la Métairie pour faire l'initiation, et bien sûr les adultes aussi. Alors lisons pour compléter en fait vous avez vraiment, moi je tenais à insister là-dessus, il n'y avait pas vraiment de formation, vous êtes autodidacte en fait, vous avez appris par... Malheureusement autodidacte, parce que malheureusement moi ça a sauté une génération. Mon grand-père avait son atelier, j'allais le voir travailler, mais il a fermé son atelier dans les années 50-55, moi j'étais encore en classe. Donc j'ai dû tout réapprendre en autodidacte parce qu'il n'y avait rien sur la marqueterie de paille. À l'époque ça n'était enseigné dans aucune école, il y avait pas d'explication, rien du tout. Donc j'ai appris avec ce que j'avais vu de mon grand-père, avec les modèles que j'avais. Donc je savais où je voulais arriver parce que j'avais les exemples de mon grand-père, mais j'ai tout réappris. Et donc moi j'ai fait des études de reliure dorure à l'UCAD, où mon grand-père d'ailleurs avait été professeur, comme par hasard. Encore une façon de suivre ses traces. Et donc j'ai tout réappris toute seule, oui, mais avec passion. Et donc on explique au début de cet échange que vous aviez donc le titre de maître d'art. En préparant aussi cet échange-là, vous me disiez, on est très envié au Japon où là, on les nomme trésors vivants. Oui. Alors moi, je suis maître d'art depuis 1998, mais j'avais présenté mon dossier 2 ans avant et j'avais été refusée. Parce que le jury disait, mais la marqueterie de paille, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un artisanat que personne ne connaît, ça n'intéresse personne. Et puis, un de mes amis artisans m'a dit, mais représente ton dossier. Donc, la 2e fois, j'ai été acceptée. Mais c'est une matière qui était vraiment pas du tout connue. C'était vraiment une toute petite niche à l'époque, moi, où j'ai commencé à en faire.
Mais pour revenir en fait aussi à vos collègues japonais, donc nommés trésors vivants, ce qui vous envie, c'est cette capacité à être libre, à faire vivre, à ne pas être dans la reproduction exacte d'un savoir-faire, mais le faire vivre aussi dans l'époque, le faire évoluer. Comment vous êtes passé On a fait une exposition au Japon, donc on a rencontré des trésors vivants japonais et ils étaient en admiration devant le conseil en fait, des métiers d'art français parce que ça permet l'innovation. Eux sont effectivement obligés de reproduire le même geste qui a été mis au point au cours des siècles. Et s'ils changent un pétale dans une décoration, c'est une révolution. Et ils étaient très impressionnés par le fait que tous les maîtres d'art, on était 10 maîtres d'art à cette exposition à Tokyo, que tous les maîtres d'art font des collaborations, utilisent les outils d'aujourd'hui et vraiment ont une possibilité d'innovation. On a un savoir-faire avec lequel on innove. Et ça, c'est très, je crois, spécifique des métiers d'art français. Alors, comment vous avez fait bouger justement quelles sont les innovations que vous apportez? Alors, vous travaillez déjà avec un fournisseur qui est assez exceptionnel, qui est fournisseur mondial, vous m'expliquez? Alors, oui, qui est en Bourgogne aussi, décidément, la Bourgogne est à l'honneur. Il est près de Tournu, c'est en fait un fournisseur, c'était le père à l'époque. Il fournissait de la paille pour les rempailleurs de chaises, parce que Tournu était un des centres de rempaillage de chaises, et pour les toits de chaume. Et moi, je cherchais désespérément une belle paille de qualité. Et un jour, en passant devant chez un rempailleur, j'ai vu une botte de paille. Je suis rentrée, il m'a dit « Ah ben, ça vient de chez Rodot en Bourgogne ». Donc, je me suis précipitée chez Rodot en Bourgogne. Et je lui ai dit « Voilà, moi, je fais de la marqueterie de paille, je cherche de la paille ». Il me dit « Ah bon, oui, mais vous savez, des chaises, c'est plus la mode, tout part en Chine. Il n'y a plus de restaurateurs ni de création de chaises. Donc, moi, je vais arrêter ». Et puis, je lui ai fait tout le charme dont j'étais capable. Je lui ai dit, mais moi, il me faut cette paille, c'est magnifique. Et donc, c'est une paille spécifique, hein, parce que déjà... C'est de la paille de seigle, oui, qui était donc cultivée vraiment à l'ancienne, sans pesticides, fauchée quasiment à la main, séchée sur le champ, et qui permet d'avoir des bottes de paille où on a des pailles qui font 60 cm entre les nœuds. Alors qu'aujourd'hui, un champ, ça fait 90 cm, et on a des tiges. Donc... Toujours est-il que M. Rodot s'est dit bon, je vais encore faire quelques productions pour cette dame qui fait de la marqueterie de paille. Et puis, il s'est pris au jeu, il a augmenté son exploitation. Son fils a rejoint son exploitation. Aujourd'hui, il cultive 35 hectares et il envoie dans le monde entier à tous les gens qui font de la marqueterie de paille. Donc, c'est vraiment une histoire presque familiale parce que sans moi, il aurait fermé son entreprise. Et moi, sans lui, j'aurais jamais eu une matière première aussi belles et qui me permettent de faire des réalisations, des très grandes surfaces. Donc c'est une histoire pour moi qui est très, très sentimentale avec la famille Rodot. Et vous permet également d'avoir de la paille teintée. C'est lui qui... C'est lui qui teinte la paille, oui, parce que moi au début je teintais ma paille moi-même dans une poissonnière dans ma cuisine. Mais quand on s'est mis à faire des grandes surfaces, on a eu besoin d'une teinture en grande quantité. Donc c'est lui qui teinte la paille et il nous envoie la paille en fagot déjà teintée. Dans cette évolution aussi de vos techniques, ça a été aussi l'occasion de... On parle beaucoup d'hybridation hein, aujourd'hui, d'hybrider les matières en travaillant aussi avec d'autres savoir-faire, que ce soit des incrustations de nacre, que ce soit... Enfin, vous travaillez avec énormément de... Oui, parce que la marqueterie de paille, en fait, les décorateurs qui ont commencé à venir me voir... Ils surfaient sur la période Art déco, puisque c'était la période où les deux décorateurs, Jean-Michel Franck et André Groux, avaient fait de la paille. Donc, ils venaient à l'atelier, ils venaient chercher de la paille couleur paille et des motifs de Jean-Michel Franck, c'est-à-dire des soleils ou des éventails. Et moi, j'ai eu à cœur de leur dire, mais regardez tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plus de 60 couleurs différentes à leur proposer. Et puis surtout des collaborations avec d'autres artisans, que ce soit des laqueuses, des doreuses, des incrustations de nacre, de pierre dure, du métal, donc vraiment de la broderie sur paille, travailler aussi avec le travail de la plume. Donc aujourd'hui, j'ai énormément de propositions à faire aux décorateurs. Et du coup, ça leur montre des choses qu'ils n'imaginaient pas. Et ça permet surtout de rendre la marqueterie de paille moderne, contemporaine et très innovante. Alors,
Thomas, on fait évoluer aussi des savoir-faire en allant chercher des confrontations. Vous êtes vraiment sur ces rencontres aussi designers, artisans, aller trouver un dialogue de rencontre. Vous avez aussi travaillé beaucoup en Chine. Hein. Vous avez un pied là-bas quasi en permanence. Comment ça s'est inscrit? Comment ça a participé de votre enrichissement, de votre inspiration aussi? Disons que ça a constitué toute mon identité de designer. Mais moi, je trouve qu'en tant que designer, on a, même en tant que simple citoyen, de simple fait d'entendre les histoires d'artisans, de rencontres entre les créateurs, des maisons de fabricants qui vivent ensemble et qui permettent de relancer quelque chose. Moi, j'adore. Ça me fascine d'entendre ce genre d'histoire parce que c'est des histoires qui constituent l'identité française, en tout cas l'identité européenne, sur des sujets d'excellence, de savoir-faire, des métiers de la main. Et malheureusement, en France, on a perdu beaucoup de notre industrie, en tout cas de l'industrie lourde, ou en tout cas pour faire de la production en grande quantité. Et ce qui nous reste, en tout cas, de ce qu'il y a de plus beau, c'est tous les métiers de la main, de savoir-faire, de l'excellence, de prendre son temps. Et effectivement, j'ai vécu 15 ans à Shanghai, et d'avoir cette confrontation où là, on est dans l'ultra-capitalisme, dans le développement extrêmement rapide des choses. Déjà une première confrontation qui est une confrontation culturelle, parce que la culture chinoise est une immense culture, et avec, dans un premier temps, moi, quand j'ai découvert Shanghai, c'était la vitesse, c'était dessiner, produire vite, c'était des grands projets d'archi d'intérieur, des grands projets en masse production, etc. Et puis, quand on rentre au fur et à mesure, d'ailleurs, les Chinois, ils viennent aussi de plus en plus, c'est la naissance à nouveau de toute la culture des dynasties chinoises qui reviennent, que ce soit dans la laque, que ce soit dans le bois, dans le bambou, que ce soit dans le cloisonné, qui est vraiment une technique incroyable. Et moi, ça me fascine. J'aime en tant que designer me confronter à ça, parce que ça permet d'ouvrir les yeux sur des choses différentes. Aujourd'hui, le design industriel est proche de la mort, et aujourd'hui, on doit vraiment se réinventer en tant que designer. Donc en France, ça fait déjà au moins 10 ans que les designers travaillent avec des artisans. Et quand j'ai créé ce campus, en fait, quand je suis rentré de Shanghai, moi j'avais cette envie de créer un lieu d'expérimentation, un lieu de création où créateurs, artisans travaillent ensemble sur un projet en particulier. Et un peu comme une maison sans frontières où les gens travaillent ensemble, et un peu pour un monde meilleur, un monde de demain meilleur, plus intelligent. Et ce qui est drôle, et vous parliez au début de l'intelligence artificielle, en fait, il y a quand même un troisième invité qui est arrivé à Campus Mana, qui est l'intelligence artificielle. Et nous, on va peut-être présenter Campus Mana et vraiment les objectifs. Hein. C'est pas grave, on ne fait pas les choses dans l'ordre. Pardon. C'est une discussion. Non, mais c'est important parce que je pense que pour le public de resituer le Campus Mana, oui, le Campus Mana. Vous voyez défiler les photos. Le Campus Mana, c'est un lieu que nous avons ouvert il y a 1 an maintenant, qui est c'est un centre de formation professionnelle des métiers du design, d'architecture et des métiers d'art. Donc c'est des formations pour les professionnels français, européens, internationaux. Là, en ce moment, on reçoit un groupe de designers, architectes chinois qui sont en train d'étudier justement avec des artisans sur différentes choses. Et dans ce lieu, ce sont des formations parfois courtes, parfois un peu plus longues. Il y a des ateliers. Et c'est sur 37 hectares. Il y a des ateliers, il y a des résidences. Et on vient pour 3 jours, 5 jours, apprendre, en tout cas une initiation à un métier d'art. Ou alors s'expertiser sur un sujet en particulier, ou alors passer du temps avec un maître d'art ou avec un designer, un architecte, un peu comme un podcast vivant, en très court. Alors, ce sont des sessions qui sont de 4-5 jours. Oui. Quel est votre public en fait Nous, notre public, ce sont des designers, des architectes d'intérieur, des artisans qui ont besoin aussi de découvrir une autre technique pour leur métier, des artistes. Et après, il y a aussi beaucoup de reconvertis qui, eux, ont besoin d'avoir un sas avant de faire le grand saut. Donc nous, on a à peu près une 50aine de formations par an sur des métiers, des sujets très divers.
Et c'est aussi une façon de toucher du doigt, parce qu'à le dire, un métier d'art, par exemple. Vous voyez. Donc on a comme ça cette possibilité, on est un peu comme un sas de transformation avant de se lancer dans une formation un peu plus longue. Donc nous, c'est de la formation continue. Donc ça a été ouvert au printemps 2023. Ça a été ouvert, alors même pas, ça a été ouvert à l'été 2023. Parce qu'on a fait effectivement une inauguration en avril, mais on a ouvert tout fin juin 2023. Et donc on est Calliope, donc ça permet aussi d'être financé par les opérateurs de compétences et par Pôle emploi. Voilà, et puis c'est fabuleux. Et moi, en tant que designer, de voir des créateurs, des formateurs, formatrices, créatrices, des maîtres d'art qui viennent au campus, pour moi, c'est une immense fierté. Et d'ailleurs, je parlais avec Lison, on a beaucoup de chance parce qu'on reçoit Lison aussi pour des formations en marqueterie de paille chez nous, et aussi une formation qu'on fait avec Corinne et la métairie Bruyère, et où on a invité Erika Dorn, qui est la graphiste en chef de tous les films de Wes Anderson, donc qui a son univers aussi et son monde, et qui vient aussi une formation de 5 ans. C'est en octobre. C'est en octobre. Et vous, Lison, vous rempilez. Parce que vous avez déjà je rempile. Moi, la première fois qu'on m'a proposé, j'ai un peu traîné les pieds, parce que je traîne toujours les pieds quand je dois quitter mon atelier, parce que c'est là que je suis bien. Et puis je suis arrivée dans cet endroit assez incroyable, où on est en immersion, et c'est ça que j'ai trouvé formidable, avec 15 personnes venues d'horizons très différents. Il y avait un monsieur, donc 14 dames, et un monsieur qui était un ébéniste, viennent apprendre avec passion et avec une curiosité incroyable ce que c'est que la marqueterie de paille. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on est logé sur place, nourri sur place, les ateliers de 9h à 6h, et il n'y a pas de télévision dans les chambres, il n'y a pas de radio, donc on est vraiment dans une bulle et on ne parle que marqueterie de paille, qu'artisanat. Et ça, j'ai trouvé ça, et métier d'art et savoir-faire, j'ai trouvé ça une expérience très enrichissante. Donc je rempile. Oui, fin septembre, vous avez... Début octobre, début la première octobre, semaine d'octobre. Donc, dans cette idée des stages, vous en faites des stages de formation, vous en faites quelques-uns aussi. Hein, oui, mais moi, un week-end par mois à peu près. Oui, je suis un atelier, je suis pas une école, donc on fait quand même un stage par mois à l'atelier, un week-end, samedi, dimanche. Donc ça demande beaucoup d'investissement, de quelqu'un vienne le week-end en plus de toute la semaine. Et ces stages ont beaucoup de succès, donc je crois qu'on a 1000 personnes d'attente et 6 mois avant de pouvoir s'inscrire. Donc pour moi, c'est une façon de dire aux gens qui patientent, mais écoutez, il y a aussi le campus, et là, si vous pouvez vous libérer 5 jours, vous serez pris en main pendant 5 jours. Et puis en 5 jours, on peut aller assez loin quand même, parce que la technique de la marqueterie de paille en elle-même n'est pas très compliquée. Donc on peut faire vraiment beaucoup d'incrustations, enfin apprendre plusieurs techniques. Et ce qu'on fait, je ne sais pas comment on peut les appeler, c'est pas les élèves, c'est pas les apprenants. Les apprenants. Alors ce qu'on fait les apprenants en 5 jours, moi j'étais bluffée vraiment. Ils ont été très loin. Vous, les stages, vous connaissez, puisque vous ouvrez, on parlait de l'ouverture au public, donc il y a des stages pour enfants, etc. Mais vous êtes aussi également très ouverte aux étudiants. Tout à fait, oui. Une vingtaine d'étudiants en art qui viennent pour des formations pendant l'été, où ils partagent en fait une partie de leur temps à la médiation culturelle. Donc du coup, ils vont accueillir les visiteurs, les enfants, les scolaires, et donc partager leurs projets personnels, puisque l'idée c'est: vous êtes accueillis pendant 1 mois à la métairie, ils ne payent pas leur stage, mais ils nous aident techniquement. Et finalement, c'est un échange, et les métiers d'art, c'est aussi ça, c'est un partage avec les artistes, les artisans, mais aussi le public, puisqu'à un moment donné, on va être confronté, après avoir réalisé l'œuvre, à la proposer, à la présenter et la mettre en valeur. Et du coup, là, c'est aussi une expérience très enrichissante pour eux, parce que ils sont confrontés aux questions du public, aux questionnements, ils font des démonstrations et ça apporte beaucoup et ça leur permet de montrer leur travail aussi. Ils se confrontent aux machines en fait. Et ils se confrontent à la technique, puisqu'ils ne sont pas forcément dans des sections gravure, puisqu'il y en a peu, ils viennent dans des écoles d'art, mais des fois il y en a qui viennent, ils n'ont jamais fait de gravure et c'est vraiment une découverte complète. D'autres vont être plus techniques, comme des élèves qui viennent de l'école Estienne par exemple, où là c'est des sections gravure.
C'est ce que vous me disiez en préparant cet échange, c'est que dans les écoles d'art, en fait, on a eu toute une période où on s'est complètement concentré sur la vidéo, sur peut-être au détriment d'autres ateliers, où même certaines écoles se sont défaites en fait de leur matériel. Oui, tout à fait. Depuis une dizaine d'années, l'état d'esprit change, mais c'est vrai que dans les années 2000, c'était l'installation, la vidéo, et la main n'avait plus tellement sa place. Nous, on a vu beaucoup d'élèves arriver qui étaient contents de venir chez nous, parce que quand ils rentraient dans des écoles d'art, ils s'attendaient quand même à dessiner, à peindre, etc. Et finalement, ils étaient toute la journée sur l'ordinateur, et ça leur convenait pas forcément. Et l'art de la main et du savoir-faire manuel, c'est quelque chose d'extrêmement vivant, et qui reprend ses lettres de noblesse aujourd'hui. Et je pense qu'on a à peu près tous le même constat, tous les trois. Et ça, c'est fabuleux. Et ils découvrent en fait les vraies éditions de livres d'artistes. On a la chance d'avoir un exemplaire face à nous. Si vous pouvez un petit peu commenter ce projet de 2000, enfin une édition de 2000, de début de 2000, hein, d'après ce que... Oui, c'est ça. C'est un livre qu'on a fait avec l'artiste Richard Texier et le poète Zénobianu. Donc on est encore un des rares lieux à proposer du livre de bibliophilie contemporaine. C'est-à-dire qu'un auteur et un artiste vont confronter leur projet, un texte, une illustration. Et donc là, avec Richard, c'est une démarche un petit peu particulière puisqu'il habite à l'île de Ré et il est allé se balader sur les plages de la Flotte en Ré et il a ramassé des galets qui sont rongés par des lithophages, des petits vers qui creusent les pierres. Et il a fait son livre. Il est arrivé en disant, voilà, j'ai ramassé ces pierres sur l'île de Ré, j'aimerais en faire un livre. Mais ce que je voudrais, c'est que la pierre soit toujours visible, quelle que soit la page que l'on ouvre. Donc on a fait le livre, Zénobianu a fait un texte qui a été composé en typographie manuelle, et Richard a fait des gravures qui sont en gaufrage. C'était à son relief pour symboliser l'univers marin. Et l'idée que je lui ai proposée, c'était qu'on perce le livre. On a fait carrément un trou dans le livre, ce qui permet à chaque page, à chaque fois qu'on ouvre ou une page de texte ou une gravure, on voit la pierre mangée par les lithophages. Et donc, je parle de la pierre ouverte. Et avec vraiment un travail sur la texture, sur la matière. Ça, c'est ce type de projet, là, il y a 88 exemplaires, c'est numéroté et signé par l'auteur et par l'artiste. Il faut imaginer qu'on a travaillé à peu près 2 ans pour cette édition, dessus, de la conception jusqu'à la réalisation, puisque tout est fait à la main. Et on parlait tout à l'heure de temps. C'est vrai que c'est des dimensions qu'on perd complètement quand les gens viennent visiter, font des visites guidées des ateliers. Quand on leur explique qu'un livre, ce petit livre-là, il y en a 50 exemplaires, mais ça fait 2 ans qu'on est dessus, ça prend une dimension tout à fait particulière et c'est toute la noblesse aussi de notre travail, je pense. Alors, dans l'écosystème, hein, parce qu'il faut bien vivre, vous avez, ce qui est important aussi, c'est les maisons qui vous soutiennent, qui n'hésitent pas à vous faire des commandes. On voyait juste dans le talk précédent combien les maisons de luxe s'emparaient de l'intelligence artificielle, mais elles n'oublient pas la main. Vous avez notamment des commandes pour des invitations. Avec qui travaillez-vous, par exemple Alors, il y a effectivement le travail qu'on fait. Alors, les premiers à nous faire travailler, évidemment, ce sont les artistes. Ils vont préparer leurs expositions, les manifestations, leurs salons. Donc ça, c'est l'essentiel de notre clientèle. Après, il y a aussi les galeries, parce que des fois, les artistes, ils sont soutenus par une galerie. Donc là, ça leur permet aussi d'aller beaucoup plus loin dans la recherche. Et effectivement, après, il y a des entreprises de luxe privé qui ont toujours à cœur d'utiliser les techniques traditionnelles. On a travaillé pour la haute couture, notamment pour Alexander McQueen. On a fait les invitations pour les Fashion Week, donc tout en gravure, avec des passages en typo, plus d'1 mois de travail pour une invitation qui est tirée à 700 exemplaires. Louis V, par exemple. Moi, je dis toujours, et c'est drôle qu'on soit à un moment donné arrivé à la haute couture par différents biais, j'ai toujours dit, notre métier, c'est la haute couture de l'imprimerie.
Et la Et haute ça s'est couture rejoint. voilà, est venue nous trouver et c'était formidable. Vous aussi, Lison, c'est important dans les commandes. Vous travaillez avec des architectes d'intérieur dans l'évolution, comment dire, la mise au jour de l'époque, l'utilisation de la marqueterie de paille. Mais vous travaillez également pour Hermès, Cartier, Guerlain. C'est très important pour moi parce que comme je suis vraiment dans une petite niche et que j'ai commencé par faire surtout du résidentiel, les clients qui veulent voir ce que donne une pièce en marqueterie de paille, je ne peux pas les envoyer voir le dressing de Madame X parce que c'est des endroits qui ne sont pas visitables. Donc le jour où on m'a demandé de faire une première boutique, ça a tout à coup été une visibilité pour la marqueterie de paille qui a été formidable. Et donc j'ai commencé par faire 2 boutiques Vuitton. Ensuite Guerlain m'a demandé de faire une... On va toujours parler décorateur, c'était Peter Marino, beaucoup, qui est un fidèle à la marqueterie de paille depuis plus de 40 ans. Donc j'ai fait la boutique Guerlain, j'ai fait des vitrines pour Van Cleef & Arpels. Depuis quelques années, on travaille énormément pour Cartier. Et ça, c'est formidable parce que d'abord, il y a une visibilité dans les boutiques Cartier qui sont dans le monde entier. Et Cartier fait vraiment appel à des savoir-faire français, à des laqueuses, des doreuses, des peintres et de la marqueterie de paille. Et ça nous donne vraiment une vitrine qui est, pour moi, formidable, travaillant un matériau qui est quand même une toute petite niche. Et ces maisons vous mettent vraiment en avant. Vous m'expliquez, vous étiez invité à New York il n'y a pas longtemps. Ce qui est formidable avec Guerlain, ça a été comme ça. Avec Cartier, c'est comme ça aussi. Ils m'invitent pour les inaugurations des boutiques, que ce soit à Chicago, que ce soit à Genève, où je viens expliquer ce que c'est que la marqueterie de paille et faire une démonstration. Donc il y a un vrai échange et un vrai retour entre le client et l'artisan. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. Alors Thomas, dans cet engouement que l'on voit, c'est ce regain d'intérêt qu'on retrouve pour le geste, pour les savoir-faire. On a parlé effectivement des professionnels qui viennent en session courte chez vous. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce besoin, cette envie de toucher, de se confronter aussi à l'atelier, ça s'exprime aussi par d'autres demandes. Vous avez des demandes de séminaires, vous accompagnez des entreprises qui ont envie de donner un temps à leur équipe un petit peu différent. Oui, tout à fait. Donc ce sont là on ouvre la porte un peu plus large parce que c'est pas des candidats libres, mais là on travaille avec des entreprises qui ont un savoir-faire en particulier et qui ont besoin de se diversifier. Donc ils viennent, nous on a un catalogue de formation, et ils viennent choisir, et après on travaille généralement sur mesure, ils viennent choisir une formation pour se perfectionner, s'expertiser, un peu élargir un peu le spectre de création du bureau d'études par exemple, etc. Donc on travaille avec des entreprises dans ce sens-là. Ou alors des entreprises qui ont besoin de connaissances en green tech. Alors là on est moins dans les métiers de la main, mais sur l'intelligence artificielle, sur l'innovation, sur la cobotique, sur des choses comme ça. Et nous, on va faire du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on va choisir nos intervenants et puis on va montrer une formation sur-mesure par rapport à ça, à ce sujet. Mais il y a aussi cet aspect, quand j'avais visité Campus Manas, ça m'avait un peu frappé parce que j'avais été discuter avec les différents apprenants. C'était aussi il y avait des temps de team building, une forme de séminaire avec des temps de team building un peu. Ouais. Et le fait de se retrouver en atelier, d'avoir ce rapport au temps dont vous parliez et de faire et de repartir en fait avec un objet fini, il y avait une certaine fierté, mais surtout aussi un esprit, une relation au temps et au toucher de la matière qui avait été assez fort fortement exprimé. Oui, tout à fait. Et c'est toujours, c'est pas amusant, mais parce que moi j'étais le premier à faire ça, mais quand on commence la formation et le moment où on termine la formation, on voit les gens complètement évoluer, complètement se transformer. Il y a une appréhension par rapport aux machines, aux équipements, aux outils, à la main. En fait, c'est un peu, on redécouvre qu'on a 2 mains. Et 5 jours plus tard, on devient des Robins des Bois ou des, je sais pas, des hommes de caverne. On est capable de faire beaucoup de choses avec ses mains. Et la transmission, elle se joue là aussi. Ouais, et la transmission, elle se fait ici. Culturellement. Complètement. Et donc, comme effectivement, c'est un campus en immersion, donc nous, on a travaillé sur tout un aspect expérience,
que ce soit du matin jusqu'au soir, où on oriente vraiment les gens à créer, à créer, à faire les choses avec ses mains. Et alors parfois, on a aussi des formations où il y a des conférences le soir, donner un peu de théorie, donner un peu un pas de côté sur ce qu'on a appris dans la journée. Mais on est essentiellement dans les ateliers, autour des ateliers. Donc au début, c'est très amusant parce qu'au début, il y a le téléphone. Et puis après, il n'y a plus le téléphone. Et puis le soir, il se couche de plus tard. Et puis après, il se couche de plus en plus tôt. À 9h30, tout le monde dort. C'est tous fatigués. C'est très drôle de voir là. Et puis en fait, c'est simplement parce qu'on redécouvre qu'on est... L'humain est capable de créer des choses de ses mains. Et le regard qui change, dans les interventions que j'avais pu, les échanges que j'avais pu avoir, c'était un peu des questions. Je verrai plus les choses de la même façon. Je vais regarder plus les détails. Et ce travail dans la précision, vous le ressentez aussi dans cette approche en fait, un autre regard un peu moins global sur de prendre le temps de comprendre comment on fait, ce qui se fait, de comprendre. Oui, tout à fait. La confrontation avec la technique change la vision des choses. Et pour les artistes, mais on parlait aussi de public. Combien de fois on fait des visites et à la fin de la visite, les gens nous disent « Ah, c'est drôle ». Par exemple, s'ils sont déjà venus voir une première fois l'exposition, on leur dit « Vous pouvez venir visiter les ateliers pour mieux comprendre ». Ils viennent et ils repartent et disent c'est marrant, c'est la même expo et pourtant c'est plus la même. Je ne vois plus les choses de la même manière parce que voilà, petit à petit, en traversant les ateliers avec les artisans qui délivrent leur passion parce que c'est des métiers passion évidemment, ils rentrent par un petit coin de la lorgnette comme ça et puis ils découvrent un univers qui leur était a priori pas forcément accessible au départ. On parlait de livres de bibliophilie, quelque chose qui revient tout le temps, c'est avant de venir chez vous, on n'avait jamais vu un livre comme ça. Et on ressort transformé, que ce soit les gens qui pratiquent, que les gens qui viennent visiter. L'artisanat a quand même des pouvoirs magiques. Ce qui est intéressant aussi avec votre centre d'art, c'est montrer également combien vous inscrivez dans l'époque, etc. On parlait de Miro, bien entendu, au début, qui est la référence fondatrice, entre autres. Vous avez, vos parents ont travaillé aussi avec un couple célèbre qui a même sa fondation, qui a réouverte, qui a eu une extension, la fondation MAC cet été. Oui. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça couvre le champ des artistes vraiment très très large. Vous me parliez de street art également dans les sollicitations que vous avez de façon globale. Oui, en fait, je pense que l'artisanat, le monde de l'édition et de la création, il est pluriel. Et il y a certaines galeries, par exemple, qui vont se confronter à... soutenir certains types d'artistes, certaines lignées. Et ce n'est pas pour autant, en tout cas à mon sens, qu'on est obligé de se cloisonner dans quelque chose, justement. Nous, on a tellement de gens qui passent différents, on rencontre tellement d'univers que forcément, c'était presque le passage obligé de ne pas rester que dans les artistes contemporains. Et différents nouveaux types d'artistes sont arrivés. On parle beaucoup de design avec Thomas, on a des projets aussi communs. On a des artistes de design, on a fait des expositions avec des designers qu'on a amenés à la gravure qui n'en avaient jamais fait. On a travaillé avec des illustrateurs du monde de la bande dessinée, du roman graphique, et puis effectivement le street art depuis, avec notamment Speedy Graffito, qui a été un des premiers à fréquenter le lieu en 2007. L'année d'après, on a eu Jacques Villeglé, qui est aussi un des papes du street art en France. C'est fantastique parce que, et c'est ce qui me plaît, je pense, dans ce lieu, c'est qu'on est un peu des touches à tout et on rencontre des gens tellement merveilleux, tellement différents que ça n'a pas de prix, quoi, en fait. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir, alors, parce que là, on ne voit pas très bien avec les photos, enfin, on voit déjà pas mal, mais... il vaut mieux aller sur place. La diversité. Oui, venez. Cohen, elle en parle comme ça, mais eux, ils travaillent avec tous les plus grands graphistes du monde. Moi, c'est ce qui m'a... La première fois que je suis allé à la métairie, ce qui m'a frappé le plus, c'est ça. C'est la diversité culturelle, des langages, des artistes qui viennent, c'est absolument fabuleux. Là, on voit des images avec Valerio Adami, qui est un fidèle du lieu, qu'on a exposé. On a eu Lady Rosa. La liste est... longue. Oui, un centre d'art en Bourgogne qui est connu dans le monde entier et qui est sollicité. Mais c'est vrai, on n'est jamais assez fiers de
de notre patrimoine. Carole Bernier, justement. elle est venue du Québec pour travailler avec nous. Sabine à côté, Julie Schafferstein. Alors, Lison, moi j'aimerais bien aussi qu'on revienne sur un point, parce que vous avez votre livre en face de vous. Là, en préparant l'échange aussi, on discutait sur cette idée de transmettre le geste, transmettre le savoir-faire, mais la passion, ça se transmet aussi, et c'est important aussi de raconter son histoire. Et comment vous, enfin voilà, quel a été le chemin pour écrire ce livre? Parce que c'est pas votre premier livre en plus. Non, moi j'avais déjà écrit des livres sur la marqueterie de paille, mais des livres très historiques où je parlais pas du tout de moi, je parlais vraiment de la matière marqueterie de paille, que j'avais une très grosse collection et que voilà, j'ai vraiment approfondi. J'avais écrit un livre aussi sur le galucha, un autre sur l'écaille, qui étaient des matériaux que je connaissais bien. Et puis comme tous les livres étaient épuisés, un jour, ma fille qui travaille avec moi maintenant depuis 10 ans m'a dit « Mais maman, ça va, ça suffit, tu as tout dit sur la marqueterie de paille, essaye de parler de ton parcours. » Donc j'ai fait un livre qui est plus personnel, qui s'appelle « La paille en héritage », parce que c'est vraiment mon héritage. Moi, je travaille dans mon atelier, il y a mon grand-père, il me regarde, c'est vraiment mon ange tutélaire. Et donc c'est un livre qui raconte mon parcours dans la marqueterie de paille, comment j'ai commencé à faire de la marqueterie de paille et puis surtout l'évolution de la marqueterie de paille au fil des ans et comment aujourd'hui, de cette niche et de la restauration à gratter des petits coffrets dans son atelier toute seule, j'en suis venue à travailler pour les grandes maisons de luxe, avoir 5 ateliers dans la même rue. On est aujourd'hui 15 à travailler. Donc vraiment une progression que je n'imaginais pas et qui est quand même arrivée. Donc c'est formidable parce que j'ai l'impression que c'est la passion que j'ai pour ce métier, pour cette matière, a réussi à déplacer des montagnes. Alors dans les éléments aussi qui ont aidé à ce regain, à cette prise d'intérêt, etc., vous me disiez aussi, attention, il ne faut surtout pas négliger aussi tous les outils d'aujourd'hui qui nous accompagnent, comme les réseaux sociaux, qui nous aident aussi à sortir un peu qui nous donnent une vitrine. C'est complètement complémentaire, enfin, c'est important, c'est essentiel. C'est indispensable. Moi, j'avais un site, quand j'ai été nommée maître d'art, le dispositif des maîtres d'art nous permettait de se faire un site. Donc j'ai fait un site, mais j'étais toujours... C'est pas mon métier, je sais pas bien faire. Et c'est grâce à ma fille qui est jeune et qui manie les réseaux. Elle a commencé à faire Instagram, elle a refait mon site parce qu'elle le trouvait ringard, l'autre site... Enfin, elle a mis vraiment tous les moyens de communication. Le compte Instagram de Lison, il est fou. Il est hyper en avance. Nous, on est tous des ringards à côté. Et c'est... Et c'est ce qui donne aussi une vitrine pour bravo à ma fille Pauline, parce que en fait, des maisons, c'est indispensable. Et aujourd'hui, on a des clients qui viennent parce qu'ils ont vu notre site. Donc c'est vraiment indispensable d'avoir cette visibilité. On fait TikTok aussi. Plein de choses que je suis de loin. En tout cas, ce n'est pas antinomique, c'est complémentaire. Il faut vraiment avoir... Pour pouvoir fonctionner, on ne peut pas faire l'économie non plus. Aujourd'hui, je crois que c'est absolument indispensable. Oui. Alors, il nous reste très peu de temps, mais Thomas, quel est le programme 2025? Des petits teasers? Alors oui, plein de choses. On va l'annoncer bientôt, d'ailleurs, le programme, probablement avant la fin septembre, sûrement avant la fin septembre. On arrive avec un peu entre 50 et 60 formations. Avec Lison, d'ailleurs, donc marqueterie de paille, on a deux nouvelles dates en 2025. Avec des architectes aussi. Il y a des architectes, il y aura des designers, il y aura des artisans. Je crois que 2025, j'en suis particulièrement fier parce que c'est une programmation qui est très inédite et assez impressionnante. Et donc on va l'annoncer au courant septembre. Voilà, nous on a encore 2024, on a encore des formations, assemblage japonais, on va travailler sur notamment l'intelligence artificielle et les métiers d'art, on va travailler avec Aldo Backer sur le design public, on va travailler, voilà, on a différents types de formations. Il y a vraiment des thématiques complètement variées. Chaque fois, très précises. Ouais. Je sais que l'année dernière, il y a eu par exemple La Fenêtre qui était... On a eu La Fenêtre avec Jacques Ferrier, on a fait avec Nathalie Crassé, avec Erwan Bourlec. Sur le textile aussi, sur la le couleur. Textile avec Julie Richoz. Et à chaque fois, quand on invite un designer, on l'invite avec un artisan. Et donc, toujours cette idée de duo. Toujours, parce que l'idée, c'est d'en sortir grandi, et pas simplement intellectuellement, mais aussi manuellement. C'est-à-dire, c'est vraiment d'apprendre quelque chose, d'avoir des acquisitions importantes de savoir-faire.
Donc on est encadré. Par exemple, l'année prochaine, on va recevoir l'architecte indien Bijoy Jain, par exemple en septembre. Bijoy Jain, on va travailler avec un artisan. Studio Mumbai. En fait. Qui est Studio Mumbai, et qui a fait une très jolie exposition à la Fondation Cartier, qui s'appelait Le souffle de l'architecte. Et on a la chance de la voir en septembre l'année prochaine. Mais l'idée, c'est pas de passer seulement 5 jours avec lui, mais c'est aussi de produire quelque chose avec lui. Et dans ce cas-là, les apprenants sont encadrés par des artisans aussi. Mais avec la vision de Bijoy, vous voyez, c'est ça le duo à chaque fois. Et le troisième invité, bon, je ne vais pas vous sucrer les 20 dernières secondes, mais c'est l'intelligence artificielle et l'innovation qui sera aussi importante en 2025. C'est important d'avoir ces liens aussi. Exactement. Comme on disait au début, c'est vraiment des sujets, avec la conférence qui précédait sur l'IA, c'est vraiment les enjeux du moment, mais la maîtrise, la préservation des savoir-faire, le développement, montrer l'innovation aussi dans cette technique, c'est aussi notre culture, c'est notre patrimoine et c'est important de préserver. Je vous remercie beaucoup pour ces échanges. Merci.